accueillons tout de suite Henri Jo, oui, qui va tout nous expliquer concernant cette affaire de primes impayées qui secoue la sélection olympique. Eh bien, Henri Jo arrive tout de suite. Alors, Henri Jo, vous êtes de retour, que se passe-t-il chez les éléphants olympiques à quelques jours du début des JO? Voilà, le début des Jeux olympiques se rapproche à grands pas, mais la sélection ivoirienne est toujours au centre des polémiques. Il faut savoir que c'est la sélection ivoirienne de football. Après le problème de la préparation, celle des primes de qualification qui est évoquée. Selon des informations, des joueurs réclameraient leur prime de qualification. Et pour rappel, la sélection de U23 a acquis sa qualification en 2019 à la CAN de leur catégorie. Bon, le décor est planté, donc on comprend un petit peu mieux ce qui se passe au sein des éléphants olympiques. Déjà, quelle est votre réaction par rapport à cette information? Bon, on va dire encore que c'est une sale petite histoire quand même, mais qui n'est pas nouvelle parce que c'est très souvent qu'on a les problèmes de primes impayées et tout ça. Je pense que c'est les primes de qualification pour les Jeux olympiques de 2020. Ils ont terminé vice-champion d'Afrique en 2019 à la CAN de leur catégorie, derrière l'Égypte. Et depuis 2 ans, les primes sont impayées. Bon, les raisons, on ne sait pas encore vraiment. Est-ce une mégarde? Est-ce un oubli de la part du ministère des Sports? Bon, mais ça montre bien les difficultés de ces jeunes sélections. Cadets, juniors, U23 ont très souvent ce type de problème. En plus des problèmes de préparation, parce que cette même sélection olympique, il y a beaucoup de bruit qui court en ce moment sur la préparation. Déjà qu'il n'y a pas de matchs amicaux, déjà qu'ils ne sont pas bien nantis financièrement, ce qu'on a pu entendre sur les 42 millions qui ont été décaissés. Déjà que le centre choisi pour les abriter du côté de Songon pose quelques problèmes en ce moment. Il faut ajouter à cela les primes impayées. Alors, est-ce que le budget n'était pas encore disponible? Est-ce que l'argent a été utilisé à d'autres fins? Bon, on ne sait pas encore, mais en tout cas, c'est vraiment dommage. 2 ans que ça dure. Maintenant, il y a des bruits qui courent que la solution a été trouvée, mais dans tous les cas, depuis 2 ans, ça a été une sale, vilaine petite affaire. Ah oui, Roger Stéphane a parlé de bruit qui court pour ces primes qui seront payées. Et quand même, on a essayé d'en savoir un peu plus auprès de certains joueurs qui n'ont pas voulu vraiment s'exprimer là-dessus. Mais selon ce que nous avons appris, c'est que normalement, avant le départ de cette sélection... Ils se sont exprimés, mais ils ont voulu garder l'anonymat. L'anonymat, voilà. Bon, on va essayer de dire ça comme cela. Avant le départ pour le Japon, ces primes-là seront payées à cette sélection olympique. Maintenant, c'est vrai, quand même, ça peut déranger, puisque, bon, ce n'est pas la seule histoire. En ce qui concerne cette sélection, Stéphane a évoqué le problème de préparation avec ces bruits au niveau des primes. Je pense que, normalement, depuis 2019, on devrait régler ce problème-là pour que l'équipe se prépare dans de bonnes conditions. Alors, à qui la faute? On ne saurait véritablement le dire parce que depuis 2019 jusqu'à maintenant, ça fait 2 ans qu'on observe un silence tant du ministère que du CIO Côte d'Ivoire. Donc, du CIO Côte d'Ivoire, on ne sait pas véritablement ce qui se passe, à quel moment il y a eu blocage, qu'est-ce qui pose problème parce que ces enfants sont allés mouiller le maillot contre l'Égypte. Depuis 2019, rien n'est fait. Pourquoi est-ce que ces joueurs-là n'ont pas reçu leur argent? Franchement, je ne saurais partager les responsabilités, mais ce qui est clair et ce qu'on observe, c'est que les primes n'ont pas encore été données jusqu'à là. Bon, quand vous dites à qui la faute, on a le regard tourné quand même vers le ministère. Parce qu'en ce qui concerne les primes de nos sélections nationales, c'est un dossier lié au ministère. Mais maintenant, sur ce qu'on a entendu sur les dernières 24 heures, il semble que la solution a été trouvée. Il y a un budget global qui a été dégagé pour prendre en compte hébergement, transport, nourriture et tout le reste. Et que c'est dans ce budget-là qu'on devrait tirer les primes, devrait tirer les moyens pour payer les primes des athlètes pour la campagne de 2019. Il semble que c'est le directeur sportif, je crois, au ministère des Sports qui a tenu une réunion hier. Le directeur des Sports. Voilà, le directeur des Sports, enfin, sur ce que j'ai pu entendre. Le directeur général des Sports. Voilà, je mets ça au conditionnel. Ce qu'on a pu entendre, c'est le directeur général des Sports qui a reçu des délégations hier pour leur donner l'assurance que la prime va être payée. Bon, on attend de voir. Et d'ailleurs, il s'est dit également qu'on a demandé à certains athlètes d'envoyer les RIB
au niveau des banques pour pouvoir percevoir les virements. J'ai eu la confirmation d'un ancien membre de l'encadrement technique de cette équipe des éléphants qui était à cette campagne de 2019. Donc, l'affaire est en train de se régler. Bon, ça, c'est une très bonne chose. Mais par contre, on peut être désolé un peu de savoir qu'une telle affaire-là a pris 2 ans. L'autre élément, c'est que certains points du doigt, les communications en ce qui concerne les financements de nos différentes sélections, la communication un peu longue, elle est lourde administrativement, il faut passer par le ministère des Sports, le ministère de l'Économie, etc., etc. Est-ce que c'est cette lourdeur de la machine-là qui a retardé un peu le budget en question pour payer les primes? On ne sait pas vraiment, mais bon, si on doit vraiment regarder un premier responsable, le regard doit être naturellement tourné vers le ministère des Sports, mais heureusement qu'une solution est en train d'être trouvée, ou alors une solution a été trouvée sur ce qu'on entend des sources très très proches de la délégation ivoirienne. Bon, comment faire une préparation, je dirais, sereine, hein, avec ce genre d'histoire, avec ce genre de dossier qui est là, qui traîne? Et bon, même si apparemment vous êtes assez optimiste hein, là-dessus, vous avez eu des informations qui prêtent à croire que la situation donc, va être réglée. Est-ce qu'on peut s'entraîner, est-ce qu'on peut se préparer pour des Jeux Olympiques de façon sereine? Il doit pouvoir le faire. Ces joueurs, ce sont des professionnels. Hein. Il doit pouvoir le faire, c'est vrai. Henri Joël, ne dis pas ça. Non, aujourd'hui, non. Prenons, moi je parle plus du côté financier. Je parle plus du côté financier. Maintenant, quand on enlève le côté financier et qu'on revient sur la préparation en elle-même, ou qui normalement devra se passer en France ensuite, pas trop loin du Japon pour s'acclimater à la situation au Japon, là c'est un autre sujet. Mais en ce qui concerne le volet financier, ces primes impayées, moi je pense que puisque c'est une prime de qualification, je pense qu'il devrait vraiment essayer de se débarrasser de ça, se préparer, et puis derrière... Mais Henri Joël, ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon de réclamer des primes impayées avant une compétition. Non, pour n'importe quel athlète. Non, ce n'est jamais bon. Non, je dis, s'il vous plaît. Ça veut dire, attendez, excusez-moi, hein, mais si on suit votre raisonnement, ça voudrait dire que vous pourriez venir travailler comme ça, sans avoir votre paye, vous seriez très serein. Bien sûr. OK. Mais je pense que ça a été bien entendu alors. Hein. Là, mais c'est le mauvais exemple, il ne faut pas le suivre. Alors, cela dit, Henri Joël. Il y a un objectif à atteindre qui est la participation, et c'est une très bonne participation aux Jeux Olympiques. C'est vrai, la prime a pris du temps depuis 2019. Maintenant, nous sommes à quelques pas de la compétition. Qu'est-ce qu'il faut privilégier actuellement? C'est vrai, les primes ne sont pas payées, mais quand même, il y a une compétition à jouer. Est-ce qu'ils vont refuser de participer à la compétition? S'ils ne vont pas refuser, alors il faut se préparer. Il faut se vider la tête, se préparer. Et puis derrière, s'il y a quelque chose à gérer, on essaie de gérer. Mais pour l'instant... Alors, s'il vous plaît. D'accord, on a compris. Soilou Aidara a un très bon groupe. Il a fait une très belle sélection. Sur la sélection actuelle des 22 joueurs, il y a 14 qui étaient à cette campagne de 2019, où on termine vice-champion d'Afrique derrière l'Égypte et on est qualifié pour les Jeux Olympiques. C'est un très bon groupe. Il a appelé quelques cadres qui sont très bons. Et donc, nous, on va compter sur l'orgueil et la révolte de nos garçons pour aller faire une très belle campagne au Japon par rapport à ces Jeux Olympiques. N'oubliez pas quand même que dans notre poule, on a l'Allemagne, le Brésil et l'Arabie Saoudite. C'est de gros clients, notamment allemands et brésiliens. Ça va être difficile. Donc, c'est jamais bon de réclamer une prime pour des athlètes avant une compétition. Sur toutes les campagnes qu'on a connues, qu'on a vues, toutes les sélections qui ont réclamé des primes avant d'aller aux compétitions, mais c'est un crime de ne pas payer les primes des joueurs. Alors, donc, qui ont réclamé des primes... Mais c'est un crime de ne pas payer les primes. De ne pas payer les primes. Ont eu des difficultés par rapport à la compétition. Donc, c'est déjà pas très bon. Les garçons sont démoralisés, ils sont dispersés, ils sont concentrés sur l'argent. Ce n'est pas une bonne chose. Deuxièmement, sur la fameuse préparation de cette équipe olympique. Mon cher Henri Joël, on n'a aucun match, aucun adversaire, aucune faculté de tester les nouveaux joueurs. Parce que quand même, vous avez 8 joueurs de plus qui sont dans la sélection, qui pour beaucoup n'ont jamais joué ensemble. Troisièmement, les conditions d'hébergement de notre délégation à Songon, sur la route de Damour, à l'Ivoire Academy. Tout le monde s'en plaint. Il y a des bruits qui courent. Les commodités, l'environnement, l'humidité, les moustiques et tout le reste. Il nous revient même que certains joueurs n'ont même pas envie d'aller rester là-bas dans le centre pour l'encadrement. Donc quand on regarde tout ça, mais on a peur. Maintenant, où je suis d'accord avec vous, c'est que nous, on va compter sur l'orgueil
de nos garçons, parce que très souvent, les délégations africaines, ça c'est toujours à l'orgueil. C'est peut-être ça qui va nous aider. Mais en tout cas, tout ce qui se passe en ce moment n'est pas très bon signe pour faire une superbe campagne à ces Jeux Olympiques. Allez, le mot de la fin, Pour la préparation, quand même, il y avait un match qui avait été prévu face à la France. Le 8 C'est juillet. la France même qui a envoyé un communiqué pour annuler la rencontre. Donc ça, on ne peut pas jeter cette faute là-dessus. Voilà, les Ivoiriens. Maintenant, oui, je suis d'accord avec vous derrière, c'est que normalement, on ne devrait pas être à Abidjan pour préparer ce match, peut-être dans un pays pas très loin du Japon, pour s'acclimater. Voilà, pour s'acclimater et participer peut-être à des matchs amicaux avec des équipes d'un niveau un peu relevé pour participer à cette compétition. Quand même, c'est une grande compétition, hein, parce que voilà, il a déjà évoqué les adversaires des Ivoiriens et peut-être... maintenant, autrement dit, quand vous dites que ce n'est pas de notre faute, ça veut dire qu'on n'a pas de plan B. Ça veut dire que la fédération n'a pas de plan B par rapport à ça. Une fois que les matchs prévus ont échoué, il n'y a pas une solution qui est apportée pour permettre une phase de reprise des différents championnats. Donc aujourd'hui, en plus, pour les clubs de ne pas libérer les joueurs, ça sera très difficile quand même d'avoir des nations avec qui jouer des matchs amicaux dans cette catégorie pour aller participer à la compétition. Et même au-delà même en dehors de la Côte d'Ivoire, rarement nous voyons des nations livrer des matchs amicaux dans cette compétition, en vue de préparer cette compétition. Très bien. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, hein, vous nous l'avez annoncé, hein, messieurs, c'est que a priori, hein, une solution va être trouvée. Voilà, tout devrait rentrer dans l'ordre de façon imminente. On est quand même à quelques jours du début des JO, donc il faudrait vraiment qu'on aplanisse tout ça et puis qu'on parte sereinement. Voilà. Allez, on va procéder à un petit repositionnement sur le terrain. Ouais, je suis quand même coach. Bah, c'est important. Alors, Henri Jo. Hop, vous allez passer en défense centrale, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour faire la place à... et puis, en plus, vous passez devant ma caméra. Très bien, mais merci. Je vous en prie. Je vous avais donné le poste de Sergio Ramos. Et bien là, je vais vous... Kipembe, voilà, vous comparez à Kipembe. Je ne peux pas Kipembe. Je ne peux pas accepter Ramos et Marquinhos. Mais Kipembe, ça jamais. Bon, très bien. Allez, on va passer à la suite. On va parler de Mario Balotelli. Et c'est Dorgelès qui arrive tout de suite pour nous faire le point. Ouais. Bonsoir Tia. Salut Dorgelès. Bonsoir la team. Salut Dorgelès. Kipembe, ça va bien? Super. C'est le défenseur de l'équipe de la 3. Et puis il joue en défense en plus. D'accord. Allez, nouvelle destination pour Mario Balotelli. Tia, après l'Italie, l'Angleterre, la France, Mario Balotelli, 30 ans, va découvrir un quatrième pays, la Turquie. En effet, l'attaquant italien en fin de contrat à Monza, qui a manqué de peu la montée en Serie A, s'est engagé pour 3 années en faveur de Demispor, promu en Super League. Un joli coup pour la formation d'Adana, qui a signé récemment le Marocain Younes Belhanda. D'accord. Alors, Super Mario, nouvelle aventure pour notre Super Mario. Oui, on va le dire, le club est un promu. Il signe un contrat de 3 ans pour environ 2 milliards de francs CFA de salaire annuel. C'est pas mal, c'est un très bon coup pour lui. C'est aussi un coup médiatique pour ce club-là, qui a été créé en 40, qui a 80 ans d'existence, et qui a été 4 fois champion de la 2e division en Turquie, qui a joué une finale de la Coupe de Turquie en 1978. Donc c'est un club, je dis modeste, mais qui réalise un coup médiatique quand même en faisant signer un certain Mario Balotelli, qui a une audience, qui a de l'aura, qui a une personnalité, qui est capable de capitaliser un certain nombre de choses pour ce club-là. Parce que quand même, précisons qu'en Turquie, il y a beaucoup de joueurs étrangers qui évoluent en Turquie. Donc, ce n'est pas nouveau. Lui, il va venir compléter la liste. Et ce club-là, Adana, avait envie aussi de réaliser un bon coup par rapport à son retour en Super League turque pour peut-être essayer de jouer un grand coup. Donc, au-delà de l'aspect sportif, parce que, bon, on verra bien ce qu'il va apporter vraiment, on ne sait pas encore, mais c'est un bon coup médiatique parce que quand même, il a un sacré agent. C'est Mino Raiola, le fameux qu'on voit là sur la photo. C'est lui qui a réussi à négocier ce coup fumant pour notre Mario Balotelli. Maintenant, d'un point de vue sportif, on attendra bien, mais pour l'heure, médiatiquement, c'est un très bon coup réalisé par ce promu du côté de la Turquie. Raiola, c'est celui avec les lunettes. Absolument, voilà, avec les lunettes agent
les joueurs très connus, Ça. qui lui est très doué. Il est très doué pour les contrats de ce type avec les garçons qui protègent. Hein. Et donc, Balotelli est dans de bonnes mains. Et depuis toujours, il a réussi, en dépit de toutes les difficultés que Balotelli a pu se créer et créer aux autres tout au long de sa carrière, Bon. il a toujours réussi à le placer quelque part et c'est fait maintenant du côté de la Turquie. Alors, on en revient toujours à la même question et merci d'avoir emboîté le pas. Pourquoi, avec tout ce talent, hein, Mario Balotelli connaît une carrière aussi tourmentée, hein, disons ça comme ça? Oui, On la va dire jeunesse. ce petit côté rebelle de Mario Balotelli fait partie de lui, hein, c'est son ADN, je veux dire entre parenthèses, parce que à l'âge de 7 ans déjà, il se fait virer par son premier club professionnel. Mario Balotelli, c'est ce qui fait aussi le charme de ce joueur-là. Il fait la pluie et le bon temps, souvent il est bien, souvent il est moins bien, mais en même temps, ça fait partie de ce joueur Mario Balotelli. Moi, je pense qu'au-delà de son talent, c'est ce qui permet aux garçons également de pouvoir évoluer dans ces clubs-là et surtout de pouvoir performer parce qu'à chaque moment où il est en difficulté, il réussit quand même à revenir au plus bon niveau, surtout au niveau de son talent. On a eu le cas avec l'équipe de Manchester City, où il était en difficulté avec l'entraîneur Roberto Mancini, mais il est revenu quand même à un bon niveau. Donc on va dire Mario Balotelli, son talent, côté rebelle, tout ça fait partie du joueur Mario Balotelli. Ce sont des situations où des joueurs, aujourd'hui, on n'arrive pas à vraiment comprendre. Il n'est pas le seul dans la situation, dans le cas plutôt, je peux citer un autre qui est français, Hatem Ben Arfa, un talent fou, mais qui malheureusement, pour des problèmes de comportement, souvent des... Nasri aussi Nasri un peu moins, puisque lui, il a joué à City, il a fait une bonne carrière, mais Hatem Ben Arfa, le plus talentueux même de la génération 89, mais qui jusqu'à présent n'a pas véritablement montré de quoi il est capable avec ce talent qu'on voyait en lui. Mario Balotelli est dans la situation, et même Mourinho, je me rappelle une interview de Mourinho où, au moment où il était à l'Inter, lors d'un match, il demande à Mario Balotelli que quand il va entrer sur l'aire de jeu, qu'il ne provoque personne, qu'il joue son foot et que derrière, la défense va assurer. Il est rentré 5 minutes plus tard, il a pris un rouge et il est sorti. Vous voyez, et il a laissé l'équipe à 10. Donc c'est quelqu'un, on n'arrive pas forcément à canaliser. Maintenant, est-ce qu'il faut aller, il faut partir avec le bâton avec Mario Balotelli ou avec le dialogue? Peut-être c'est à ce niveau-là qu'on n'a pas encore trouvé ce manager-là capable de le mettre un peu sur les rails. Sinon, c'est un très très bon joueur. Au-delà de tout ce qu'on peut dire sur le caractère de l'homme, sportivement, c'est un très très bon joueur. Bon, sur la qualité du joueur, il y a vraiment rien à dire. Hein. Mario Balotelli, Inter de Milan, City, Milan, Liverpool, il a fait les grands clubs. Après Nice et Marseille. Et puis, aux dernières nouvelles, il était à Monza. Moi, je dirais plutôt qu'il a traversé les grands clubs. Hein. Oui, mais il y était quand même. Il y était parce qu'il avait de la qualité. Et quand même, à une certaine époque, il avait réussi à trouver sa place au sein de la Squadra Azzurra, l'équipe nationale de l'Italie, ce qui n'est pas permis à tout le monde. Il a fait quelques matchs d'anthologie. Il a été très bon. À un certain moment en Italie, on ne parlait que de Mario Balotelli. Il était le chouchou, la star. Il était dans les médias, partout. Et puis après, son mauvais comportement a pris le dessus. Je dis, à cette allure-là, ça va être peut-être l'une des grandes déceptions du football, dans l'histoire du football. Il y en a eu beaucoup, mais lui, c'est un autre cas. Fougueux, tempérament assez bagarreur, provocateur. Bon, c'est un peu de tout. Et le drame, c'est que avec lui, il assume ce qu'il fait. Il fait des boudes, il assume, il provoque. Bon, ils sont tous comme ça. Quelqu'un a dit un jour que Zinedine Zidane, par exemple, le plus doué de tous, était très talentueux, mais il a terminé sa carrière avec ces deux traits de caractère. Le talent, il a dominé la Coupe du Monde 2006, où il a été vraiment exceptionnel. Mais sur la fin, il met un coup de tête à Materazzi, parce que Zinedine Zidane aussi, très souvent, il ne se laissait pas marcher sur les pieds sur le terrain. Mais bon, heureusement que ce n'est pas dans le style Mario Balotelli. Donc, il est parti avec les deux barres parallèles. Grand joueur, mauvais comportement. Bon, c'est malheureusement ce qu'on va retenir de notre Mario Balotelli. D'accord. Alors, vous le voyez réussir dans le championnat turc?
Forcément, parce que Mario Balotelli, c'est un grand joueur. Et puis, il a dit il veut partir à la Coupe du Monde avec l'équipe de la Squadra Azzurra. Donc, venir en Turquie, ça peut se relancer. Et dans ce club-là, je pense que l'équipe vient de monter, c'est moins de pression. Connaissant Mario Balotelli, je suis sûr qu'il va tirer l'équipe vers le haut. En tout cas, il ne va pas décevoir. Dans cette formation d'Adana, il va être l'attaquant vraiment à ne pas... Adana. Une équipe vraiment qui vient de monter. Donc, Mario Balotelli, il va apporter son expérience à l'équipe et surtout, je pense que c'est lui qui va porter l'équipe cette saison. Mais ne dites pas forcément. Voilà, bon, quand vous dites forcément, voilà, c'est voilà. Il ne faudrait pas trop s'avancer avec voilà, lui. Hein. Non, ne dites pas forcément. Il était à Monza, Série B italienne. Oui. Ils ont échoué sur la montée au play-off. Mais est-ce qu'il n'a pas fait... Il a fait une bonne saison? Oui, je crois... Attends, j'ai mes chiffres là. 14 maxi buts. Mais ils ont échoué parce que l'objectif c'était de monter en série A. Ils ont été éliminés au play-off par Cittadella. Et depuis, sur les grands clubs qu'on a cités là, ils terminent un peu plus tard avec Nice et Marseille. Et puis après, ils végètent un peu dans les clubs de seconde zone. Brescia, Adana et Monza. Donc ça veut dire que c'est plus le même Mario Balotelli qu'on a connu il y a quelques années. Deuxièmement, bon, maintenant, il a 30 ans. C'est vrai que 30 ans, on n'est pas encore pépère ou grand-père au football, mais à 30 ans, on n'est plus très jeune non plus. Donc, ne soyez pas catégorique pour dire que oui, il va aider et faire exploser cette équipe de Adana. Non, ce n'est pas certain. Mais on verra bien sur ce qu'il va pouvoir porter, sur son comportement, sur son intégration. C'est vrai qu'il connaît mieux l'Italie, il ne connaît pas encore ce championnat turc. Les Turcs, ils sont très passionnés et très caractériels. Très passionnés. Et s'il ne fait pas attention dans ce pays-là, dans un club pareil, il pourrait avoir des étincelles. Donc vous pensez que Mario Balotelli va échouer dans ce club-là avec tout le talent qu'on connaît à Mario Balotelli? Donc, il ne faudrait pas trop s'avancer en ce qui concerne Mario Balotelli. On veut tous le voir réussir avec ce club. Et d'ailleurs, les clubs turcs aujourd'hui sont spécialisés dans ce qu'on appelle des clubs qui permettent à ces joueurs dits vieux, en griffe, de renaître. On l'a vu avec pas mal de joueurs qui sont passés. Même l'Ivoirien Aruna Koné a fait les beaux jours de Sivasspor. Donc, on espère juste que Mario Balotelli sera dans ce même contexte. Maintenant, connaissant le joueur, on ne va pas trop s'avancer. Ben voilà, oui, je sais que vous aviez beaucoup de choses à dire sur Mario Balotelli. Je dirais en off. Eh bien, vous le direz en off, exactement. Merci beaucoup d'avoir partagé ces 90 minutes avec nous. On espère que vous avez passé un bon moment. Le prochain rendez-vous, c'est demain, même heure, même endroit. Donc, soyez au rendez-vous à 20h30 sur la 3. Excellente soirée à vous. Bye bye.